Mes frères et sœurs utilisaient mon appartement comme leur hôtel personnel sans permission et me laissaient le désordre. Elle nettoiera plus tard, ne t'inquiète pas, ai-je entendu l'un d'eux dire à sa petite amie. Fatigué de la situation, j'ai déménagé sans leur dire et les ai laissés. L'apprendre à leurs dépens. Je m'appelle Sienna et j'ai 28 ans. D'où regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires ci-dessous et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner et si vous vous êtes déjà senti pris pour acquis par votre famille. Vous voudrez certainement rester pour voir ce qui s'est passé ensuite. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. Non pas parce que ma famille avait besoin d'argent, mais parce que je voulais quelque chose qui soit à moi. Pendant que les autres jeunes traînaient au centre commercial, je remplissais les étagères de l'épicerie locale, économisant chaque centime comme si ma vie en dépendait. Et vous savez quoi? D'une certaine manière, c'était le cas. Au moment où j'ai obtenu mon diplôme universitaire, j'avais réussi à économiser assez d'argent pour me sentir confiante quant à mon avenir. La plupart de mes amis étaient noyés sous les dettes étudiantes, mais j'avais travaillé tout au long de mes études et j'étais sorti de l'université sans dette. Je sais. Quel concept, n'est-ce pas? Payer réellement pour les choses au lieu de s'attendre à ce que quelqu'un d'autre s'en occupe. Quand on m'a offert un poste dans une agence de marketing à New York avec un salaire qui m'a fait monter les larmes aux yeux, j'ai su que c'était ma chance. Le poste était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Marketing stratégique pour des marques de luxe, le genre de poste qui lancerait toute ma carrière. Le seul hic, c'était de déménager à l'autre bout du pays, à Manhattan, en 6 semaines. Pendant que mes parents s'inquiétaient de me voir déménager si loin et que mes frères agissaient comme si j'abandonnais la famille, j'étais secrètement ravi. Enfin, une chance de construire quelque chose qui soit entièrement à moi dans une ville où personne ne me connaissait comme la sœur aînée responsable qui avait toujours tout sous contrôle. La recherche d'appartements à New York ressemblait à une émission de télé-réalité cauchemardesque. Des espaces de la taille d'un placard à des prix astronomiques, des immeubles qui semblaient pouvoir s'effondrer par grand vent, et des propriétaires qui agissaient comme s'ils vous faisaient une faveur en prenant votre argent. Mais après 3 semaines de recherche, je l'ai trouvé. Un magnifique appartement de 2 chambres dans l'Upper West Side avec des parquets en bois, d'immenses fenêtres, et une vue qui incluait réellement de la verdure au lieu de simples murs de briques. C'était plus cher que tout ce que j'avais jamais imaginé payer pour un logement. Mais c'était parfait. Et plus important encore, je pouvais me le permettre. Le jour où j'ai signé le bail, assise dans le bureau de cet agent immobilier avec mon propre chéquier, rédigeant mon propre chèque de caution, j'ai eu l'impression d'avoir gagné au loto. Ce n'était pas la maison de mes parents, ni un dortoir universitaire partagé, ni un appartement exigu avec 3 colocataires. C'était à moi. Quand j'ai appelé ma famille pour leur parler de l'appartement, leurs réactions ont été exactement ce à quoi je m'attendais. Maman s'inquiétait que je vive seul dans une ville si grande et si chère. Papa se demandait si j'étais financièrement responsable. Mes jeunes frères, Jake et Mason, ont à peine semblé enregistrer la nouvelle au-delà de me demander s'ils pourraient venir me rendre visite un jour. Loin de me douter que cette question anodine sur une visite deviendrait finalement la source de mon plus grand regret d'avoir déménagé à New York. L'appartement était meublé avec des éléments sur mesure et une cuisine qui semblait sortie d'un magazine de design. Mais avoir des meubles et faire en sorte qu'un endroit ressemble à un foyer sont 2 choses complètement différentes. Et j'étais déterminé à transformer ce bel espace en quelque chose qui reflétait qui j'étais. J'ai passé mon premier week-end en ville aérée dans les magasins de meubles, les galeries d'art et les petites boutiques de Soho, collectionnant lentement des pièces qui me parlaient. Une table basse vintage que j'ai trouvée dans un marché aux puces à Brooklyn. Une œuvre d'art originale d'un peintre en difficulté à Greenwich Village qui me rappelait moi-même à 22 ans. Affamé et déterminé à réussir dans une ville impossible. La bibliothèque du salon s'est remplie de romans que j'avais l'intention de lire depuis des années mais pour lesquels je n'avais jamais eu le temps. La cuisine a été approvisionnée en véritables ustensiles de cuisine au lieu de simples boîtes à emporter. J'ai même acheté des plantes, ce qui était un grand pas pour quelqu'un qui avait tué un cactus à l'université. Chaque soir après le travail, je rentrais dans cet espace qui était entièrement ma création et je ressentais un profond sentiment de satisfaction. J'avais construit ça. Je l'avais mérité. Chaque coussin et chaque œuvre d'art représentaient des heures de travail, une budgétisation minutieuse et une vision de la vie que je voulais créer. La vue depuis la fenêtre de mon salon est devenue ma méditation quotidienne. Je pouvais voir un petit parc de l'autre côté de la rue où les promeneurs de chiens se rassemblaient chaque matin et où les familles amenaient leurs enfants jouer le week-end.
C'était comme regarder un film de la vie qui se déroulait à l'extérieur pendant que je construisais ma propre histoire à l'intérieur. Ma vie professionnelle était tout ce que j'avais espéré. L'entreprise était spécialisée dans le marketing de marques de luxe, et je travaillais avec des clients dont les noms rendraient votre grand-mère jalouse. Joaillerie haut de gamme, ligne de mode exclusive, hôtel-boutique qui facturait plus par nuit que ce que certaines personnes gagnaient en une semaine. C'était rapide, exigeant et absolument parfait pour quelqu'un qui avait passé des années à se préparer à travailler plus dur que tout le monde. Le trajet était exactement ce à quoi on peut s'attendre à Manhattan, un voyage qui impliquait des métros, des foules de gens et le retard occasionnel qui vous faisait remettre en question vos choix de vie. Mais d'une manière ou d'une autre, même le trajet stressant faisait partie de l'aventure. Je vivais à New York, j'avais le travail de mes rêves et je rentrais dans un appartement qui ressemblait à un sanctuaire. Pendant 2 années entières, ce fut ma vie. Travailler dur pendant la journée, rentrer dans mon bel espace le soir, passer les week-ends à explorer la ville, ou simplement profiter du luxe de n'avoir nulle part où être, sauf exactement là où je voulais être. J'organisais des dîners avec des collègues qui sont devenus des amis. J'ai découvert le meilleur café de mon quartier et je suis devenu une habituée qu'on saluait par son nom. J'ai trouvé un pressing qui faisait un excellent travail et une épicerie qui restait ouverte assez tard pour mon emploi du temps. Cela semble simple quand je le décris comme ça, mais pour quelqu'un qui avait passé la majeure partie de sa vie à être responsable des problèmes et des besoins des autres, avoir un espace entièrement à moi semblait révolutionnaire. J'ai décoré la 2e chambre en bureau aux chambres d'amis, pensant que peut-être un jour mes parents viendraient ou qu'un ami pourrait rester. La chambre avait un lit de repos avec de beaux coussins et un petit bureau où je pouvais travailler sur des projets personnels ou simplement payer mes factures en paix. En y repensant maintenant, je vois que ces 2 années ont été le calme avant la tempête. Je vivais dans ma propre petite bulle d'indépendance et de succès, complètement impréparé à la rapidité avec laquelle cette paix pouvait être brisée par une famille qui voyait ma bonne fortune comme sa propre opportunité. L'appel est arrivé un mardi soir fin août. Je préparais le dîner dans ma cuisine, cuisinant réellement pour une fois au lieu de commander à emporter, quand ma mère a appelé avec une nouvelle qui allait tout changer. Sienna, ma chérie, j'ai une nouvelle excitante. Jake et Mason ont tous les deux été acceptés à Columbia. Ils commenceront les cours en septembre. L'université Columbia à New York, à 15 minutes de mon appartement. Ma première réaction a été une véritable excitation pour mes frères. C'étaient tous les deux des garçons intelligents qui avaient travaillé dur à l'école, et être admis à Columbia n'était pas un mince exploit. Mais ma deuxième réaction, celle que j'ai essayé de refouler, a été un mauvais pressentiment que ma vie paisible à New York était sur le point de se compliquer. C'est merveilleux, maman. Je suis si fier d'eux. Eh bien, voilà le truc, a-t-elle poursuivi. Et je pouvais entendre ce ton qui signifiait qu'elle était sur le point de demander quelque chose. Les dortoirs n'ouvrent que la semaine avant le début des cours, mais l'orientation est la semaine prochaine. Ils auront besoin d'un endroit où rester pendant environ 10 jours. Et voilà, la demande que j'avais en quelque sorte vu venir desquelles a mentionné Columbia. Bien sûr, me suis-je entendu dire, car que pouvais-je dire d'autre? Ils peuvent rester avec moi. Quand Jake et Mason sont arrivés le samedi suivant, traînant d'énormes valises et ayant l'air à la fois excités et dépassés, j'ai ressenti ce mélange familier d'amour et de responsabilité qui avait défini notre relation depuis qu'ils étaient enfants. Ils avaient 20 et 21 ans maintenant, mais ils ressemblaient toujours aux petits garçons que j'aidais à faire leurs devoirs. Sienna, cet endroit est incroyable, a dit Mason, se promenant dans mon salon comme s'il visitait un musée. Tu vis vraiment ici toute seule? Jake examinait déjà mes étagères, sortant des titres et commentant mes goûts littéraires. Très sophistiqué, ma sœur, très adulte. Je leur ai fait visiter l'appartement, je leur ai donné des serviettes propres et je les ai installées dans ma chambre d'amis avec des matelas pneumatiques que j'ai empruntés à ma voisine. Le plan était simple. Ils resteraient avec moi pendant la semaine et demie jusqu'à l'ouverture de leur dortoir. Je les aiderais à s'orienter dans la ville, puis ils emménageraient dans le logement du campus, et nous reprendrions tous nos vies normales. Ces premiers jours ont été en fait merveilleux. J'ai pris des congés pour leur faire visiter Manhattan. Nous sommes allés dans des musées et des restaurants, et nous avons passé les soirées dans mon salon à regarder des films et à parler de leur excitation à l'idée de commencer l'université en ville. C'était comme le genre de rapprochement familial que nous n'avions jamais vraiment eu en grandissant. La nuit avant qu'ils ne soient censés emménager dans leur dortoir, nous mangions de la pizza sur mon canapé quand Jake a soulevé quelque chose qui aurait dû être un signal d'alarme. Tu sais, Sienna, cet appartement est tellement plus agréable que le dortoir ne le sera, et tellement plus calme.
Eh bien, la vie en dortoir fait partie de l'expérience universitaire, ai-je dit. Vous adorerez une fois que vous serez installé. Mais si on avait besoin de venir ici parfois juste pour étudier ou pour s'éloigner du chaos? Mason a enchaîné. Ouais, comme le week-end quand il y a des fêtes et qu'on a besoin d'un endroit calme pour travailler sur nos dissertations. Et parce que je les aimais, et parce que je me souvenais à quel point l'université pouvait être stressante, et parce que je voulais sincèrement les aider à réussir, j'ai pris la décision qui finirait par me faire remettre en question toutes les limites que j'avais jamais établies. Bien sûr, dis-je, attrapant mon trousseau de clés. Tenez, prenez des doubles des clés. Vous pouvez venir ici chaque fois que vous avez besoin d'un endroit calme pour étudier. Le regard de soulagement et de gratitude sur leur visage m'a donné l'impression d'être la meilleure grande sœur du monde. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner en laissant mes petits frères travailleurs utiliser mon appartement comme espace d'étude? Célèbre dernière parole, n'est-ce pas? Les premières semaines après que Jake et Mason aient emménagé dans leur dortoir ont été exactement ce à quoi je m'attendais. Ils m'envoyaient des SMS de temps en temps, passaient le dimanche après-midi pour faire leur lessive, et se présentaient parfois le vendredi soir pour s'écraser après une longue semaine de cours. La lessive supplémentaire ou le fait qu'ils mangeaient la plupart de mes provisions quand ils venaient ne me dérangeait pas. Ça me faisait du bien d'être utile, et honnêtement, c'était agréable d'avoir de la famille autour après 2 ans à vivre complètement seul. Le premier vrai signe que les choses changeaient est arrivé un jeudi soir quand je suis rentré du travail pour trouver Jake et Mason dans mon salon avec une fille que je ne reconnaissais pas. Ils étaient affalés sur mon canapé avec des manuels et des ordinateurs portables partout, clairement au milieu d'une sorte de session d'études. « Oh, salut, Sienna », a dit Jake sans lever les yeux de son ordinateur. C'est Rebecca de notre cours d'économie. On travaille sur un projet de groupe. Rebecca a fait un signe de la main depuis sa position sur mon sol où elle était entourée de documents de recherche. Merci de nous laisser utiliser ton appart. Jake a dit que ça ne te dérangerait pas, j'ai souri et dit que bien sûr, c'était d'accord. Mais quelque chose dans la manière désinvolte dont Jake avait fait cette supposition me dérangeait. Quand étions-nous passés de « peut-on utiliser ton appartement pour étudier » à « Jake a dit que ça ne te dérangerait pas » au cours des semaines suivantes, les visites sont devenues plus fréquentes et moins prévisibles. Je rentrais chez moi pour trouver des preuves de leur passage. De la vaisselle dans l'évier, différents aliments manquants dans mon réfrigérateur, des serviettes laissées sur le sol de la salle de bain. Parfois, ils étaient encore là quand je rentrais. Parfois, ils étaient déjà partis. La situation de la salle de bain est ce qui a vraiment commencé à m'énerver. Je me réveillais le matin pour trouver des serviettes mouillées jetées par terre, des éclaboussures de dentifrice sur mon miroir, et ma douche clairement utilisée par des gens qui ne vivaient pas là. Quand j'en ai parlé à Mason, il s'est excusé et a promis d'être plus prudent, mais rien n'a vraiment changé. Puis il y a eu les courses. J'avais pris l'habitude de faire mes courses pour moi-même le dimanche matin, achetant exactement ce dont j'avais besoin pour la semaine, mais j'ai commencé à devoir faire des courses en milieu de semaine parce que des choses que j'avais prévu de cuisiner pour le dîner manquaient mystérieusement. Désolé, Sienna, a dit Jake quand je l'ai interrogé sur la viande et le fromage à sandwich manquant. On avait faim après avoir étudié et on ne pensait pas que ça te dérangerait. Le truc, c'est que ça ne me dérangeait pas vraiment de partager de la nourriture avec mes frères. Ce qui me dérangeait, c'est qu'ils ne demandaient jamais d'abord, ne remplaçaient jamais ce qu'ils prenaient, et ne semblaient jamais considérer que j'aurais pu prévoir d'utiliser ces ingrédients pour quelque chose de spécifique. Mais le véritable tournant est arrivé un samedi matin quand je me suis réveillé pour trouver 3 personnes que je n'avais jamais rencontrées auparavant endormies dans mon salon. Apparemment, Jake et Mason avaient décidé d'avoir un petit groupe d'études la veille qui s'était transformé en une soirée où les gens sont restés dormir. Quand je suis entré dans ma cuisine pour faire du café, essayant de marcher silencieusement autour d'étrangers endormis dans ma propre maison, j'ai trouvé mon évier plein de vaisselle sale et ma poubelle débordant de bouteilles de bière vides et de boîtes de pizza. « Jake », dis-je en secouant mon frère pour le réveiller. « Il faut qu'on parle. » Il s'est assis, se frottant les yeux, l'air vraiment confus de la raison pour laquelle j'avais l'air contrarié. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a des gens que je ne connais pas qui dorment dans mon salon, et ma cuisine ressemble à un champ de bataille. » Oh, ça. Désolé. Le groupe d'études s'est un peu transformé en soirée. On nettoiera avant de partir. Mais ils n'ont pas nettoyé avant de partir. Pas vraiment. Ils ont emmené les boîtes de pizza à la poubelle et mis la vaisselle au lave-vaisselle, mais ils n'ont pas essuyé les comptoirs ni ramassé toutes les capsules de bouteilles qui s'étaient retrouvées éparpillées sur mon sol.
J'ai passé mon samedi matin à nettoyer mon propre appartement après que des gens que je ne connaissais pas se soient sentis chez eux dans mon espace. C'est à ce moment-là que j'aurais dû fixer des limites plus claires. C'est à ce moment-là que j'aurais dû avoir une conversation sérieuse sur la différence entre utiliser l'appartement pour étudier et le traiter comme une deuxième chambre de dortoir. Au lieu de cela, je me suis convaincu qu'ils s'adaptaient simplement à la vie universitaire, qu'ils ne comprenaient pas vraiment comment leur comportement m'affectait, et que les choses se calmeraient une fois qu'ils seraient plus à l'aise avec leur routine sur le campus. J'avais tellement tort. En octobre, mon appartement était essentiellement devenu une extension de leur dortoir. Jake et Mason ne venaient plus seulement pour étudier. Ils amenaient des amis, restaient dormir sans demander, et traitaient mon réfrigérateur comme leur plan de repas personnel. Le point de rupture a failli arriver un mercredi quand je suis rentré d'une journée de travail particulièrement stressante pour trouver une véritable fête en cours dans mon salon. Musique à fond, des gens que je ne reconnaissais pas buvant de la bière dans mes verres, et ma table basse couverte de ce qui semblait être les restes de plusieurs commandes à emporter. Si, a appelé Mason joyeusement quand il m'a vu debout dans l'embrasure de ma propre porte. Timing parfait. Viens rencontrer tout le monde. J'ai regardé autour de mon salon la douzaine d'étudiants qui étaient clairement là depuis des heures, à en juger par le niveau de désordre et le fait que plusieurs d'entre eux étaient déjà passablement ivres. Je peux te parler dans la cuisine, ai-je dit à Mason, ma voix soigneusement contrôlée. Dans la cuisine, qui était encore plus en désordre que le salon, j'ai essayé d'expliquer que je ne pouvais pas avoir de fêtes impromptues dans mon appartement sans préavis. Ce n'est pas une fête, a protesté Mason. C'est juste quelques personnes qui traînent après le groupe d'études. Il y a 12 personnes ici et la moitié d'entre elles boivent. D'accord, peut-être que ça a pris un peu plus d'ampleur que prévu, mais tout le monde sera bientôt parti et on nettoiera tout. Je te le promets. La promesse de tout nettoyer s'est avérée signifier mettre les bouteilles vides au recyclage et charger le lave-vaisselle. Les taches collantes sur mon parquet, les auréoles sur ma table basse, et l'odeur mystérieuse venant de ma salle de bain ne faisaient apparemment pas partie de tout. J'ai commencé à trouver des preuves de leur visite même quand je n'étais pas là pour en être témoin. Mon shampoing cher serait presque vide après avoir été plein la veille. Mon café préféré aurait disparu. Mes draps propres seraient froissés comme si quelqu'un avait dormi dans mon lit. Le pire, c'était leur façon d'agir comme si tout cela n'était pas grave. Quand j'ai mentionné le café manquant, Jake proposait de m'acheter un nouveau paquet un de ces jours. Quand j'ai souligné le désordre dans la salle de bain, Mason s'excusait en disant qu'il avait oublié de nettoyer après sa douche. Il traitait chaque plainte comme un incident isolé plutôt que comme faisant partie d'un schéma. Pendant ce temps, leurs amis ont commencé à traiter mon appartement comme s'il s'agissait d'un bien communautaire. Des gens se présentaient alors que Jake et Mason n'étaient même pas là, prétendant qu'ils avaient dit qu'il était d'accord pour qu'ils utilisent l'endroit pour étudier. Excusez-moi, ai-je dit à une fille que j'ai trouvée en train de faire ses devoirs dans mon salon un jeudi après-midi. Est-ce que Jake et Mason sont là? Non, mais ils ont dit que je pouvais venir ici pour travailler sur ma dissertation car la bibliothèque est tellement bondée aujourd'hui. J'étais devenu la propriétaire involontaire d'un espace d'études privé pour les étudiants de Columbia. Mais ce qui m'a vraiment poussé au point de rupture, c'est la façon dont ma propre situation de vie a commencé à se détériorer. Je ne pouvais pas me détendre chez moi car je ne savais jamais qui pourrait être là ou quel genre de désordre je pourrais trouver. J'ai commencé à rester tard au travail juste pour éviter d'avoir à gérer le chaos qui m'attendait peut-être. Mon beau sanctuaire paisible que j'avais travaillé si dur à créer se transformait en une source de stress constant. Et mes frères, ils semblaient complètement inconscients de l'impact de leur comportement sur moi. Quand j'essayais de leur parler de limites, ils hochaient la tête, étaient d'accord et s'excusaient, mais rien ne changeait réellement. On apprécie vraiment tout ce que tu fais pour nous, a dit Jake après que je me sois plainte d'avoir trouvé ma douche complètement bouchée par des cheveux qui n'étaient certainement pas les miens. Tu es la meilleure grande sœur du monde. La meilleure grande sœur du monde. Cette phrase aurait dû être un compliment, mais au lieu de cela, elle ressemblait à un piège, car apparemment, être la meilleure grande sœur du monde signifiait ne jamais fixer de limites, ne jamais trop se plaindre, et toujours être disponible pour nettoyer après les autres. Je ne réalisais tout simplement pas encore à quel point les choses allaient empirer. La fin est arrivée un mardi matin de novembre qui a commencé comme n'importe quel autre jour de semaine. J'avais réglé mon réveil à 6h30, prévoyant de prendre une douche et un petit déjeuner avant de me rendre au travail pour une présentation client importante. Mais alors que je m'habillais dans ma chambre, j'ai entendu des voix venant de mon salon. Des voix masculines et au moins une voix féminine parlant doucement, mais ne cherchant clairement pas à être silencieuse.
J'ai vérifié l'heure. 7h15 du matin un mardi. Qui était dans mon appartement à 7h15 un mardi matin? J'ai fini de m'habiller et j'étais sur le point d'aller voir quand j'ai entendu clairement la voix de Jake à travers le mur de ma chambre. Il parlait à quelqu'un et ce qu'il a dit m'a glacé le sang. Ne t'inquiète pas pour le désordre. Elle nettoie après. Ça ne la dérange pas, elle nettoie après. Ça ne la dérange pas, je suis resté dans ma chambre à écouter mon frère dire à une fille que je nettoierais le désordre qu'il laisserait parce que ça ne me dérangeait pas. Comme si on m'avait jamais consulté sur mes sentiments à propos de nettoyer après eux. Comme si mes préférences comptaient moins que leur commodité. J'ai entendu d'autres conversations. Quelque chose sur le fait de devoir se dépêcher pour aller en cours, puis le bruit de ma porte d'entrée s'ouvrant et se fermant. Ils partaient sans même dire au revoir, sans reconnaître qu'ils avaient passé la nuit dans mon appartement pendant que je dormais dans la chambre d'à côté. Quand je suis finalement sorti de ma chambre, la scène dans mon salon était exactement ce à quoi je m'attendais et pourtant toujours choquante. Des couvertures et des oreillers jetés partout, des serviettes mouillées drapées sur mes meubles, des contenants de nourriture vides éparpillés sur ma table basse. Dans la cuisine, j'ai trouvé mon réfrigérateur complètement vide à l'exception des condiments et d'un carton de lait à moitié vide. Tout ce que j'avais acheté pour la semaine avait disparu. Mon pain, ma charcuterie, mes restes du dîner de la veille, même mon yaourt grec cher que j'avais gardé pour le petit déjeuner. Mais c'est la buanderie qui a finalement brisé quelque chose en moi. Là, assis dans un sac en plastique à côté de ma machine à laver, se trouvait une collection de vêtements sales qui ne m'appartenaient certainement pas. Quelqu'un, probablement Jake, avait apporté son linge sale pour que je le lave, en plus de tout le reste que j'étais apparemment censé gérer. Je me suis assise sur mon canapé, entouré des preuves de la manière dont mes frères avaient complètement pris le contrôle de ma vie, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une véritable colère, pas de la frustration ou de la déception ou la légère contrariété que j'avais avalée pendant des mois. Une vraie colère pure face à l'hypothèse que mon temps, mon espace, mes provisions et mon travail étaient disponibles pour leur usage sans considération ni compensation. Elle nettoie après. Ça ne la dérange pas, le mépris désinvolte dans ses mots était à couper le souffle. Des mois à essayer d'être compréhensive, de leur trouver des excuses, de me convaincre qu'ils avaient juste besoin de temps pour s'adapter à la vie universitaire. Et c'est ainsi qu'ils me voyaient, comme quelqu'un qui existait pour nettoyer leurs dégâts. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé un message texte. Ne venez plus ici. Puis je l'ai envoyé à tous les deux. Aucun d'eux n'a répondu, ce qui a rendu la situation encore pire. J'ai appelé pour dire que j'étais malade au travail, quelque chose que je n'avais jamais fait pour autre chose qu'une véritable maladie, et j'ai passé la journée à nettoyer mon propre appartement et à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Parce que s'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant depuis l'âge de 16 ans et en construisant une vie entièrement par moi-même, c'est qu'on apprend aux gens comment nous traiter. Et j'avais appris à mes frères qu'ils pouvaient me traiter comme une employée de maison dans ma propre maison. Cela allait changer. Que pensez-vous qu'il va se passer ensuite ? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous pendant que je vous raconte la décision qui a tout changé. Vous connaissez ce sentiment quand vous en avez finalement assez ? Quand quelque chose se déclenche dans votre cerveau et que vous réalisez que vous n'avez pas à continuer d'accepter un comportement inacceptable simplement parce qu'il vient de la famille. C'est exactement là où j'en étais, assise dans mon salon détruit, fixant ce sac de linge sale qu'il s'attendait à ce que je lave. J'avais deux choix. Continuer à être la grande sœur paillasson qui nettoyait les dégâts de tout le monde ou faire quelque chose qui résoudrait réellement ce problème de manière permanente. Et comme leur parler n'avait absolument rien donné, il était temps d'agir. La première chose que j'ai faite a été de commencer à chercher des appartements plus près de mon bureau. Je faisais 1 heure de trajet aller-retour pour Manhattan tous les jours, ce qui était épuisant et coûteux, mais j'étais resté dans mon logement actuel parce que je l'adorais. Enfin, je l'adorais. Maintenant, il semblait contaminé par des mois de traitement comme un hôtel avec service de chambre. La recherche d'appartements à New York est toujours brutale. Mais cette fois, je savais exactement ce que je cherchais. Je voulais quelque chose de moderne, de propre, et assez loin de Columbia pour que mes frères ne puissent pas simplement passer à l'improviste quand ils en avaient envie. Je voulais aussi quelque chose de plus près de mon bureau pour pouvoir récupérer ces 2 heures par jour que je passais sur les quais de métro. Il m'a fallu 3 semaines de recherche d'appartements le week-end. Mais j'ai trouvé l'endroit parfait, un magnifique appartement de 2 chambres à Midtown avec des baies vitrées, un portier, et oui, un jacuzzi dans la salle de bain principale. Il était plus grand que mon ancien logement,
avec de meilleures commodités et une deuxième chambre que je pouvais utiliser comme un véritable bureau à domicile. C'était plus cher que mon logement actuel, mais mon salaire avait augmenté 2 fois depuis que j'avais déménagé à New York et je pouvais me le permettre. La meilleure partie, c'était à 45 minutes en métro de Columbia. Assez proche pour que je ne coupe pas complètement les ponts avec mes frères, mais assez loin pour qu'ils ne puissent pas le traiter comme leur squat personnel. Le timing était parfait car Jake et Mason avaient mentionné qu'ils rentraient à la maison pour la semaine de Thanksgiving pour voir nos parents. Une semaine entière où ils seraient hors de l'état et complètement distraits par les obligations familiales. J'ai pris toute cette semaine de congé et j'ai engagé des déménageurs professionnels pour déplacer toute ma vie pendant que mes frères étaient à 3000 miles de là. Le processus de déménagement a été étrangement thérapeutique. Emballer toutes mes affaires, voir mes meubles chargés dans des camions, regarder mon bel appartement se vider de tout ce qui le rendait mien. C'était comme faire peau neuve, laisser derrière moi une version de moi-même qui avait été trop accommodante pendant trop longtemps. Mon nouvel appartement était tout ce que j'avais espéré. Beaucoup plus grand que mon ancien logement, avec une meilleure lumière, des appareils modernes, et cette incroyable salle de bain avec le jacuzzi qui me donnait l'impression de vivre dans un hôtel de luxe. L'immeuble avait une salle de sport, une terrasse sur le toit, et surtout, un portier qui ne laisserait jamais des étudiants au hasard errer à la recherche de mon appartement. Mais le vrai coup de chance est arrivé lorsque je finalisais le transfert de bail pour mon ancien appartement. Le propriétaire a mentionné que sa belle-mère cherchait un logement pour sa fille, qui était policière et voulait vivre dans ce quartier. Une policière. Parfait. J'ai rencontré l'officier Sarah Rodriguez la veille de mon déménagement officiel. Elle avait la trentaine, était professionnelle, propre et ravie de l'appartement. Elle vivait avec sa mère en économisant de l'argent, et cet endroit était exactement ce qu'elle espérait trouver. Mon mari est aussi dans les forces de l'ordre, a-t-elle mentionné pendant que nous examinions le bail. Il est détective. Nous cherchons un endroit dans ce quartier depuis des mois. Encore plus parfait. Sarah et son mari détective ont emménagé la même semaine que moi, ce qui signifiait qu'il n'y avait aucun chevauchement entre l'accès de mes frères et l'arrivée des nouveaux locataires. C'était fluide, professionnel et exactement ce dont j'avais besoin. J'ai passé mon premier week-end dans mon nouvel appartement à simplement profiter de la paix. Pas de visiteurs inattendus, pas de nourriture qui disparaît mystérieusement, pas de serviettes mouillées sur le sol de ma salle de bain. Juste moi, mon bel nouvel espace, et la satisfaction de savoir que j'avais résolu mon problème sans avoir à avoir une autre conversation inutile sur les limites. L'appartement était assez proche de mon bureau pour que je puisse aller au travail à pied les jours de beau temps. J'avais plus de temps le matin et le soir car mon trajet avait été réduit de moitié. Je pouvais réellement utiliser ma cuisine pour cuisiner au lieu de constamment réapprovisionner des provisions qui disparaissaient du jour au lendemain. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais de nouveau moi-même. Je n'ai pas parlé du déménagement à Jake et Mason pendant qu'ils rendaient visite à nos parents. Ils avaient leur téléphone. Ils auraient pu appeler ou envoyer un SMS, mais ils étaient apparemment trop occupés à profiter de leur séjour à la maison pour prendre de mes nouvelles, ce qui me convenait parfaitement car cela me donnait le temps de m'installer complètement avant qu'ils ne retournent à New York et découvrent que leur hôtel personnel avait soudainement changé de propriétaire. Ma nouvelle vie était meilleure à tous points de vue. Meilleur appartement, trajet plus court, plus de temps libre, et surtout, un contrôle total sur qui avait accès à mon espace. J'étais enfin prête à voir comment ils allaient gérer la réalité de leurs actions ayant des conséquences. Quand Jake et Mason sont revenus de la pause de Thanksgiving, il leur a fallu 3 jours pour réaliser que quelque chose avait changé. 3 jours entiers, ce qui vous dit exactement à quel point ils avaient pensé à moi pendant leur absence. Le premier signe qu'ils avaient découvert que mon ancien appartement n'était plus disponible est venu sous la forme de messages textes confus. Jake, salut, ma clé ne marche pas. T'es à la maison? Mason, t'as changé les serrures ou quoi? Je n'arrive pas à entrer. J'étais assise dans mon nouveau salon, savourant mon café du matin et la vue incroyable depuis mes baies vitrées, quand ces messages sont arrivés, et je n'ai ressenti absolument aucune culpabilité à les ignorer. 1 heure plus tard, mon téléphone a commencé à sonner. Jake d'abord, puis Mason, puis Jake à nouveau. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie vocale. Finalement, vers midi, Mason a envoyé un texto qui m'a fait éclater de rire. Sienna, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Il y a des étrangers dans ton appartement. Des étrangers dans mon appartement. Comme si Sarah et son mari étaient des intrus au lieu de locataires légaux payant un loyer pour vivre dans leur propre maison. J'ai attendu le soir pour répondre,
gardant mon message simple. J'ai déménagé. Je vous avais dit à tous les deux de ne plus venir là-bas. L'explosion d'appels et de textos qui a suivi a été immédiate et prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire par j'ai déménagé? Où est-ce que tu habites maintenant? Pourquoi tu ne nous as rien dit? Il faut qu'on parle. Et mon préféré, de Jack, c'est vraiment immature, Sienna. Immature. Parce que prendre le contrôle de ma propre situation de vie après des mois à être traité comme une employée de maison était immature. Mais supposer que vous avez un accès illimité au domicile de quelqu'un d'autre sans demander était un comportement d'adulte parfaitement raisonnable. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la soirée à installer mon bureau dans la deuxième chambre, qui avait une lumière naturelle parfaite et assez d'espace pour un véritable bureau. Le silence était béat. Le lendemain matin, j'avais 17 messages vocaux et 43 textos. Au lieu de les écouter ou de lire cette crise de colère numérique, j'ai bloqué leurs 2 numéros. Pas de façon permanente, juste temporairement. J'avais besoin d'un peu d'espace pour profiter de ma nouvelle vie sans harcèlement constant sur le fait que j'étais injuste de ne pas vouloir fournir un logement et un service de chambre gratuit à 2 hommes adultes. Le travail est devenu mon sanctuaire d'une manière différente qu'auparavant. Au lieu de rester tard pour éviter le chaos à la maison, j'étais excité de rentrer dans mon appartement paisible où tout était exactement comme je l'avais laissé. J'ai rejoint une salle de sport près de mon bureau et j'ai commencé à prendre des cours de yoga le soir. Je cuisinais des dîners élaborés juste parce que je le pouvais, sachant que tous les ingrédients seraient encore là quand je le voudrais. J'ai invité des collègues pour un verre de vin et une conversation dans mon magnifique salon qui restait propre après le départ des invités. C'était la vie que j'avais toujours voulu, mais que je n'avais pas pu apprécier pleinement pendant que mon appartement était essentiellement un dortoir satellite pour l'université Columbia. 2 semaines après avoir bloqué leur numéro, j'ai reçu un appel de ma mère. Sienna, ma chérie, les garçons sont très contrariés. Ils disent que tu as déménagé sans leur dire et maintenant ils n'ont nulle part où aller quand ils ont besoin de s'éloigner du campus. Ah, voilà. Ils avaient appelé des renforts parentaux. Maman, dis-je calmement. Je leur ai dit de ne plus venir à mon appartement. Ils ont choisi de ne pas prendre cela au sérieux. Mais ma chérie, ce sont tes frères. La famille est censée s'entraider. L'aide va dans les 2 sens, maman. Quand est-ce qu'ils m'ont aidé pour la dernière fois? Le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'elle ne pouvait pas vraiment répondre à cette question. Ce ne sont que des enfants qui essaient de survivre à l'université, a-t-elle dit finalement. Ils ont 20 et 21 ans, ce qui en fait des adultes qui peuvent trouver leur propre solution de logement. Sienna, je pense vraiment que tu es trop dure. Ne peux-tu pas simplement leur donner ta nouvelle adresse pour qu'ils puissent s'excuser correctement? Et voilà la vraie raison de son appel. Il voulait ma nouvelle adresse. Non, maman. Je ne peux pas passer une bonne journée. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse argumenter davantage. La vérité, c'est que mes frères me manquaient. Les bons côtés de notre relation me manquaient, les soirées cinéma et les conversations sur leurs cours et le sentiment d'être utile à des gens que j'aimais. Mais être prise pour acquise ne me manquait pas. Et je n'étais pas prête à retourner à cette dynamique juste parce qu'ils étaient contrariés de faire face aux conséquences de leur comportement. Mon nouvel appartement était tout ce que mon ancienne vie n'avait pas été. Paisible, propre et entièrement sous mon contrôle. Je n'allais pas abandonner cela juste parce qu'admettre qu'ils avaient eu tort était apparemment trop difficile à gérer pour mes frères. Les vacances de Noël sont arrivées et reparties sans un mot de Jake ou Mason, ce qui aurait dû être mon premier indice qu'ils préparaient quelque chose de dramatique au lieu de vraiment réfléchir à leur comportement. Mais j'étais trop occupé à profiter de ma vie pour prêter attention aux signes avant-coureurs. Ma nouvelle routine était tout ce dont j'avais rêvé lorsque j'ai déménagé à New York. Je me réveillais dans ma belle chambre avec la lumière du soleil entrant à flot par d'immenses fenêtres. Je faisais du café dans ma cuisine immaculée et j'avais réellement le temps de le boire en lisant les nouvelles. Mon trajet était assez court pour que je puisse m'arrêter prendre un bon café en allant au travail sans être en retard. Les soirées étaient de nouveau à moi. Je cuisinais des repas élaborés, prenais de longs bains dans mon incroyable jacuzzi, et m'endormais dans un silence complet au lieu de me demander qui pourrait se présenter dans mon salon pendant la nuit. J'avais commencé à fréquenter quelqu'un du travail, Michael, qui était émerveillé par mon appartement et ne comprenait pas pourquoi j'avais attendu si longtemps pour déménager plus près du bureau. Je ne lui ai pas parlé de la situation de mes frères car c'était embarrassant d'admettre à quel point j'avais laissé ma famille profiter de moi. La nouvelle année a apporté une promotion au travail et une augmentation de salaire qui m'a fait me sentir encore mieux à propos de mon nouveau loyer élevé.
Je m'épanouissais professionnellement, personnellement et financièrement. Tout dans ma vie était enfin aligné exactement comme je le voulais, c'est pourquoi j'aurais dû savoir que quelque chose allait mal tourner. Le premier week-end de février, j'étais profondément endormi dans mon incroyable nouveau lit quand mon téléphone a commencé à sonner à 2 heures du matin. Numéro inconnu, ce qui signifie généralement soit une urgence, soit un appel en état d'ivresse, et malheureusement, c'était les deux. Madame, c'est l'officier Williams du NIPD. Nous avons 2 individus en garde à vue qui vous ont désigné comme leur contact d'urgence. Jacob et Mason. Je me suis assise instantanément, le cœur battant. Sont-ils blessés? Que s'est-il passé? Ils sont indemnes, mais ils ont été arrêtés pour effraction, et tous 2 ont été accusés de conduite en état d'ivresse. Nous avons besoin que vous veniez au poste. Effraction. Mon estomac s'est noué en réalisant exactement ce qui s'était passé. Officier, pouvez-vous me donner l'adresse où cette effraction a eu lieu? Il a débité l'adresse de mon ancien appartement, et j'ai fermé les yeux, incrédule. J'arrive dans 1 heure, ai-je dit. J'ai enfilé des vêtements et appelé un Uber pour le poste de police, mon esprit tournant à plein régime sur ce qui avait dû se passer. Ils étaient allés à mon ancien appartement, probablement ivres après une fête universitaire, avaient essayé d'utiliser leurs anciennes clés, et quand ça n'a pas marché, ils étaient entrés de force. Dans un appartement maintenant occupé par 2 policiers. L'ironie était si parfaite que ça aurait été drôle si ce n'étaient pas mes frères assis dans des cellules de prison. Au poste de police, l'officier Williams a expliqué la situation en détail. Jake et Mason avaient été vus forçant la porte d'entrée de l'appartement vers 1h30 du matin. Ils avaient bu. Ils étaient accompagnés de 2 jeunes femmes, et ils étaient assez bruyants pour que d'autres locataires appellent la police. Quand nous sommes arrivés, a poursuivi l'officier Williams, l'officier Rodriguez et son mari les maintenaient déjà en joue. Ils étaient entrés dans leur domicile sans permission au milieu de la nuit. L'officier Rodriguez et la locataire, ai-je expliqué. Elle et son mari ont emménagé quand j'ai déménagé. Mes frères avaient les clés de cet appartement quand c'était le mien, mais j'ai déménagé il y a des mois et je leur ai dit de ne plus y aller. Donc, c'était un malentendu. Non, dis-je fermement. C'était eux qui ignoraient les limites claires que j'avais établies et qui supposaient qu'ils pouvaient toujours accéder à mon ancien appartement quand ils le voulaient. La paperasse a duré une éternité. Jake et Mason avaient été accusés d'effraction, de violation de propriété privée, et tous 2 avaient échoué au test d'alcoolémie lorsqu'ils avaient été arrêtés en voiture en se rendant à l'appartement. Leurs 2 amis avaient été relâchés avec des avertissements après avoir expliqué qu'elles ne connaissaient pas la situation de l'appartement. Au moment où j'ai quitté le poste de police, le soleil se levait et j'étais épuisé. Jake et Mason passeraient la nuit en prison et verraient un juge le matin pour les audiences de cautionnement. J'aurais pu les faire libérer sous caution immédiatement. J'avais l'argent et normalement, j'aurais fait tout ce qu'il fallait pour aider ma famille en cas d'urgence. Mais ce n'était pas vraiment une urgence, n'est-ce pas? C'était la conséquence naturelle de moi de refus de respecter mes limites clairement énoncées. Alors, je suis rentré chez moi, dans mon bel appartement, j'ai fait du café dans ma cuisine paisible, et je suis retourné me coucher. Ils pouvaient passer une nuit en prison à réfléchir aux conséquences de leurs actes. Peut-être que ce serait éducatif. Je me suis présenté au palais de justice le lendemain matin, ressemblant exactement à ce que j'étais, une femme professionnelle et prospère qui avait été entraînée dans ce pétrin par des membres de sa famille qui ne pouvaient pas accepter un non comme réponse. Jake et Mason avaient l'air mal en point. Combinaison orange, cheveux en désordre, et le genre d'expression épuisée et de gueule de bois qui vient après avoir passé la nuit en prison après avoir pris des décisions spectaculairement mauvaises. Quand ils m'ont vu entrer dans la salle d'audience, le soulagement sur leur visage a été immédiat et évident. La grande sœur était là pour tout arranger, comme toujours. Sauf que je n'étais pas là pour tout arranger. J'étais là pour m'assurer qu'ils comprenaient à quel point ils avaient tout gâché. Le juge était une femme d'âge moyen qui semblait avoir vu toutes les versions possibles de jeunes gens faisant des choix stupides. Elle a examiné leur chef d'accusation avec le genre d'efficacité lasse qui suggérait que ce n'était qu'un mardi matin comme les autres au tribunal pénal de Manhattan. Effraction, violation de propriété privée et conduite en état d'ivresse, a-t-elle lu. Comment plaidez-vous? Leur avocat, un commis d'office qui avait à peine l'air plus âgé qu'eux, leur avait clairement conseillé de plaider coupable à des accusations moindres en échange d'amendes et de travaux d'intérêt général. Votre honneur, dis-je en me levant du public. Puis-je m'adresser à la cour? Le juge m'a regardé avec une légère curiosité. Êtes-vous leur avocate?
Non, votre honneur. Je suis leur sœur et l'ancienne locataire de l'appartement dans lequel ils sont entrés par effraction. J'aimerais fournir un contexte à leurs actions. Procédez. J'avais passé toute la nuit à réfléchir à ce que je voulais dire, et maintenant j'avais la chance de m'assurer que tout le monde comprenait exactement ce qui s'était passé. Votre honneur, j'ai déménagé de cet appartement il y a 4 mois et j'ai explicitement dit aux 2 accusés de ne pas y retourner. Je leur ai donné cette instruction verbalement et par écrit. L'appartement est maintenant légalement occupé par l'officier Sarah Rodriguez et son mari, qui sont tous 2 des professionnels des forces de l'ordre. Le juge a haussé un sourcil. Ils sont entrés par effraction dans la maison d'une policière. Oui, votre honneur. Alors qu'ils étaient en état d'ivresse, au milieu de la nuit, avec 2 autres personnes. Je pouvais voir Jake et Mason essayer d'attirer mon attention depuis le banc des accusés, voulant probablement que j'explique que tout cela n'était qu'un malentendu, qu'ils ne savaient pas pour les nouveaux locataires, qu'ils n'avaient pas voulu faire de mal. Mais j'ai continué à parler. Je veux être clair que ce n'était pas un malentendu ou une erreur honnête. Je leur avais explicitement interdit de retourner à cette adresse des mois avant que cet incident ne se produise. L'expression du juge était passée de l'ennui à l'intérêt. Mademoiselle Thompson, votre honneur. Mademoiselle Thompson, êtes-vous en train de dire que les accusés ont sciemment violé vos instructions claires de ne pas retourner à cette adresse? C'est exactement ce que je dis, votre honneur. La négociation de plaidoyer est soudainement devenue beaucoup moins favorable. Au lieu de simples amendes et de travaux d'intérêt général, Jake et Mason faisaient face à de réelles conséquences. Des amendes importantes, des travaux d'intérêt général prolongés, des séances de conseil obligatoires sur l'alcool, et des peines avec sursis qui se transformeraient en peines de prison effectives s'ils violaient les termes de leur probation. Une fois la sentence prononcée, ils ont été libérés avec des dates de comparution pour des suivis et une liste d'exigences qui les tiendraient occupés pendant l'année suivante. À l'extérieur du palais de justice, ils ont enfin eu leur chance de me parler. Sienna, c'était quoi ce bordel, a exigé Jake. Tu as fait comme si on était des criminels. Vous êtes des criminels, dis-je calmement. Vous avez commis des crimes. C'est littéralement ce que font les criminels. On pensait que c'était encore ton appartement, a protesté Mason. Non, vous espériez que c'était encore mon appartement. Vous saviez que j'avais déménagé. Vous saviez que je vous avais dit de ne pas y aller, et vous avez décidé de le faire quand même parce que vous n'avez jamais fait face à de réelles conséquences pour avoir ignoré ce que je vous dis. Tu nous as piégés, a accusé Jake. Tu as fait exprès de faire emménager des policiers dans ton ancien appartement. L'accusation paranoïaque était si ridicule que j'ai failli rire. J'ai déménagé parce que vous 2 avez transformé ma vie en chaos et j'ai loué l'appartement à des locataires qualifiés qui pouvaient se permettre le loyer et qui ne le traiteraient pas comme un hôtel. Le fait que ces locataires se soient avérés être des policiers n'est que du pur karma. On a besoin de ta nouvelle adresse, a dit Mason. On a besoin d'un endroit où aller quand le campus devient fou. Et voilà. Après tout ce qui s'était passé, après avoir passé une nuit en prison pour être entré par effraction dans mon ancien domicile, il pensait toujours avoir le droit d'accéder à mon nouvel espace de vie. Non, dis-je simplement. Comment ça, non? Je veux dire, non, vous ne pouvez pas avoir ma nouvelle adresse. Non, vous ne pouvez pas utiliser mon nouvel appartement comme votre refuge personnel. Non, je ne vais pas continuer à cautionner ce comportement. Sienna, tu es notre sœur. Oui, et vous êtes mes frères, ce qui signifie que vous devriez me traiter avec un respect élémentaire au lieu de me traiter comme une employée de maison. Je me suis retourné pour partir, puis je me suis arrêté, réalisant qu'il y avait une dernière chose que je devais dire. Quand vous serez prêt à avoir une relation avec moi qui n'implique pas que vous profitiez de ma générosité, appelez-moi. D'ici là, résolvez vos propres problèmes comme les adultes que vous êtes censés être. Puis je suis monté dans mon Uber et je suis rentré chez moi, dans mon bel appartement paisible où personne ne pouvait me trouver à moins que je ne le veuille. Les mois qui ont suivi ont été les plus calmes de ma vie depuis que j'ai déménagé à New York. Pas de visiteurs inattendus, pas d'appels exigeant que je résolve les problèmes des autres. Pas de drame familial s'infiltrant dans mon existence paisible. Je me suis jeté à corps perdu dans le travail et j'ai découvert que lorsque vous n'êtes pas constamment stressé par le chaos qui vous attend peut-être à la maison, vous pouvez réellement vous concentrer sur la construction de votre carrière. J'ai commencé à prendre des clients plus importants, à diriger des projets plus grands, et à nouer le genre de relations professionnelles qui étaient impossibles quand j'étais toujours distraite par les urgences familiales. Michael et moi sommes devenus assez sérieux pour qu'il commence à laisser des vêtements dans mon appartement,
et je lui ai donné sa propre clé. Avoir quelqu'un dans mon espace par choix, quelqu'un qui respectait ma maison et contribuait à l'entretenir au lieu de la détruire, semblait révolutionnaire. Je n'arrive toujours pas à croire que tes frères sont entrés par effraction dans ton ancien appartement, a-t-il dit un soir alors que nous cuisinions ensemble dans ma cuisine immaculée. C'est insensé. La partie insensée, c'est qu'ils ne comprennent toujours pas pourquoi j'étais en colère à ce sujet, ai-je répondu. Ils pensent que j'ai surréagi. Et c'était vrai. Les quelques messages que j'avais reçus de mes parents indiquaient clairement que Jake et Mason avaient raconté l'histoire de manière à me faire passer pour la personne déraisonnable. Selon leur version, ils avaient fait une erreur innocente et j'avais porté plainte contre eux par vengeance. Le fait qu'ils aient maintenant à faire face à de réelles conséquences pour la première fois de leur vie était apparemment entièrement de ma faute. Ma mère appelait de temps en temps pour essayer de me culpabiliser et me pousser à me réconcilier avec eux. Ils ont appris leur leçon, disait-elle. Ne peux-tu pas simplement leur donner une autre chance? Mais je leur avais donné des chances. Des mois de chance. J'avais essayé de leur parler, de fixer des limites, d'expliquer comment leur comportement m'affectait, et rien de tout cela n'avait fonctionné. La seule chose qui a finalement attiré leur attention a été de faire face à de véritables conséquences juridiques pour leurs actions. Et même là, ils étaient en colère contre moi au lieu de prendre la responsabilité de leur choix. Mon père a essayé une approche différente, m'appelant au travail un après-midi pour m'expliquer que la famille devrait rester unie dans les moments difficiles. Papa, dis-je, je suis resté à leur côté pendant des mois alors qu'ils traitaient mon appartement comme leur hôtel personnel. Je suis resté à leur côté alors qu'ils volaient mes provisions et manquaient de respect à mon espace. Je suis resté à leur côté jusqu'à ce qu'ils entrent par effraction chez quelqu'un d'autre parce qu'ils refusaient d'accepter que j'ai déménagé. À quel moment ai-je le droit de m'attendre à ce qu'ils restent à mes côtés en me traitant avec un respect élémentaire? Ils n'avaient pas de réponse à cela. La vérité, c'est que le stress et le chaos qu'ils avaient apporté dans ma vie ne me manquaient pas. L'idée d'avoir des relations proches avec mes frères me manquait, mais pas la réalité de ce que ces relations étaient devenues. Je m'épanouissais à tous points de vue. Mes performances au travail n'avaient jamais été meilleures. Ma relation avec Michael était saine et équilibrée. Ma situation de vie était exactement ce que j'avais toujours voulu. Mes finances étaient en excellente forme car je ne remplaçais pas constamment des provisions et des articles ménagers qui disparaissaient du jour au lendemain. Pour la première fois depuis mon déménagement à New York, j'avais l'impression de vivre la vie que j'avais travaillé si dur à construire, au lieu de simplement survivre au chaos de quelqu'un d'autre. Puis, un samedi matin à la fin du printemps, ma sonnette a retenti. Je n'attendais personne et mon portier appelait généralement avant de faire monter les visiteurs. Quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu Jake et Mason debout dans mon couloir, l'air nerveux et mal à l'aise. D'une manière ou d'une autre, ils avaient trouvé mon adresse. J'ai envisagé de ne pas répondre à la porte. Je pouvais prétendre que je n'étais pas à la maison. Les laisser là jusqu'à ce qu'ils abandonnent et partent. Mais la curiosité l'a emporté. Je voulais savoir comment ils m'avaient trouvé et ce qu'ils pensaient accomplir en se présentant à l'improviste. « Comment avez-vous eu mon adresse » ai-je demandé à travers la porte sans l'ouvrir. « Sienna, s'il te plaît. »« On veut juste parler » a dit Mason. « On essaie de te joindre depuis des mois. »« Comment avez-vous eu mon adresse » ai-je répété. « Maman a engagé un détective privé » a admis Jake. « On veut juste s'excuser et tout expliquer. » Un détective privé. Ma propre mère avait engagé un détective privé pour trouver mon adresse afin que mes frères puissent continuer leur habitude de se présenter ou que je vive sans permission. L'ironie était à couper le souffle. On a suivi une thérapie, a ajouté Mason. On comprend maintenant comment notre comportement t'a affecté. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Ils avaient l'air différents d'une certaine manière. Plus âgés, plus fatigués, comme si les derniers mois à faire face à de réelles conséquences les avaient vieillis. Vous comprenez comment votre comportement m'a affecté, ai-je demandé. Nous étions égoïstes, a dit Jake immédiatement. Nous avons traité ton appartement comme si c'était le nôtre. Nous n'avons pas respecté tes limites et nous avons profité de ta générosité. Les mots semblaient répétés, comme s'ils avaient pratiqué cette conversation. Et, ai-je encouragé. Et nous voulons arranger les choses, a dit Mason. Nous voulons avoir de nouveau une relation avec toi. J'ai regardé ces deux jeunes hommes qui étaient censés être mes petits frères, que j'avais aimés, soutenus et essayé d'aider, qui avaient répondu à ma générosité en me traitant comme une employée de maison. Quel genre de relation, ai-je demandé. Une relation normale,
a dit Jake. Un frère et une sœur qui tiennent l'un à l'autre. À quoi cela ressemble-t-il exactement? Ils ont échangé un regard, ne s'attendant clairement pas à ce que je demande des précisions. On pourrait dîner ensemble parfois, a suggéré Mason. Se parler au téléphone. Tu pourrais nous donner des conseils sur la vie. Et où se dérouleraient ces dîners? Au restaurant, a dit Jake rapidement. On ne demanderait pas à venir à ton appartement. J'ai presque souri. Ils avaient au moins appris cela. Et quand vous aurez besoin d'un endroit pour étudier ou pour vous éloigner du campus? Un autre regard échangé. On se débrouillerait seul, a dit Mason. Et si on a besoin d'argent ou d'aide pour quelque chose, on demanderait, on ne supposerait pas, a dit Jake. Et on accepterait un non comme réponse. Il disait tous les bons mots, mais je les avais déjà entendus dire les bons mots auparavant. La différence cette fois, c'est qu'ils avaient passé des mois à faire face à de véritables conséquences pour leurs actions, et peut-être que cela leur avait appris quelque chose que mes conversations n'avaient jamais pu faire. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je dit finalement. Ils ont hoché la tête, tous deux soulagés que je n'ai pas immédiatement claqué la porte. Tu nous manques, a dit Mason doucement. Notre sœur nous manque. Eux aussi me manquaient. Mais les frères que je pensais avoir me manquaient, pas ceux qui m'avaient traité comme un paillasson. Je vous appellerai, ai-je dit, si je décide que je suis prête à réessayer. Après leur départ, je me suis assise dans mon bel appartement paisible et j'ai essayé de savoir si les gens pouvaient vraiment changer, ou si je me préparais simplement à un autre cycle de déception. Si cette histoire a résonné en vous, assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires sur le fait de se défendre lorsque la famille vous prend pour acquis. 3 semaines se sont écoulées avant que j'appelle Jake et Mason. 3 semaines à réfléchir si je voulais risquer la paix que j'avais construite pour la possibilité d'avoir de vraies relations avec mes frères. Michael pensait que je devrais leur donner une chance. Les gens peuvent changer quand ils font face à de réelles conséquences, a-t-il dit. Et il semble qu'ils aient réellement fait face à des conséquences pour la première fois de leur vie. Ma mère était ravie quand je lui ai dit que j'envisageais une réconciliation. Mon père a dit qu'il avait toujours su que nous arrangerions les choses parce que la famille était trop importante pour être jetée à cause de malentendus. Des malentendus, bien sûr. J'ai décidé de les rencontrer pour déjeuner dans un restaurant de Midtown, un terrain neutre où je pourrais partir si la conversation tournait mal. Ils étaient déjà là quand je suis arrivé, assis à une table près de la fenêtre, l'air nerveux et excité. Ils se sont levés quand ils m'ont vu, et pendant un instant, c'était comme au bon vieux temps, comme les frères dont je me souvenais avant que tout ne tourne mal. Tu es superbe, a dit Mason alors que nous nous asseyions. Le nouvel appartement doit te convenir. Je ne leur avais spécifiquement rien dit sur ma nouvelle situation de vie, et je n'avais pas l'intention de commencer maintenant. Comment allez-vous? Ai-je demandé à la place. Ils m'ont parlé de l'école, de leurs cours, de leur vie sociale. Jake réussissait mieux sur le plan scolaire maintenant qu'il passait plus de temps à étudier réellement au lieu de faire la fête dans mon appartement. Mason avait commencé à sortir sérieusement avec quelqu'un. Une fille qui le gardait ancré et concentré. La thérapie ordonnée par le tribunal avait apparemment été utile. Ils ont parlé d'apprendre à reconnaître leur schéma de comportement, à comprendre comment leurs actions affectaient les autres, et à prendre la responsabilité de leurs choix. Le thérapeute nous a aidés à comprendre que nous te traitions comme une mère au lieu d'une sœur, a dit Jake. Nous nous attendions à ce que tu prennes soin de nous et que tu nettoies nos dégâts, et ce n'était pas juste. Nous agissions comme des adolescents, même si nous sommes des adultes, a ajouté Mason. Nous n'avons jamais appris à gérer nos propres problèmes parce que nous pouvions toujours compter sur toi. Cela semblait bien. Cela ressemblait à une véritable prise de conscience et à une croissance. Que se passera-t-il quand vous aurez votre diplôme, ai-je demandé. Où vivrez-vous? Comment subviendrez-vous à vos besoins? Nous y travaillons, a dit Jake. J'ai un stage prévu pour cet été qui pourrait se transformer en offre d'emploi. Mason regarde les programmes de 3e cycle qui offrent des postes d'assistant. Nous n'allons plus compter sur la famille pour nous soutenir, a dit Mason. Nous devons construire nos propres vies. La conversation a duré 2 heures, et à la fin, j'étais prudemment optimiste. Ils semblaient différents, plus matures, plus conscients d'eux-mêmes, plus respectueux des limites. On peut refaire ça un de ces jours, a demandé Jake alors que nous partions. Oui, ai-je dit, mais lentement et avec des attentes claires sur ce à quoi cette relation ressemblera. Au cours des mois suivants, nous avons lentement reconstruit un lien. Des dîners mensuels au restaurant,
des appels téléphoniques occasionnels, des textos sur leur vie qui n'impliquaient pas de demander des faveurs. Ils n'ont jamais demandé mon adresse. Ils ne se sont jamais présentés à l'improviste. Ils n'ont jamais demandé d'argent ou d'aide pour des problèmes qu'ils pouvaient résoudre eux-mêmes. Quand ma sonne a obtenu son diplôme et a été accepté dans un programme de 3e cycle à l'autre bout du pays, il a appelé pour m'annoncer la nouvelle et m'a remercié de lui avoir appris que l'indépendance était possible. Quand Jake a décroché son premier vrai emploi et a pu se permettre son propre appartement, il m'a envoyé des photos de son nouveau logement et a plaisanté sur le fait qu'il allait le garder propre. 6 mois après notre premier déjeuner, ils ont demandé s'ils pouvaient m'emmener dîner pour mon anniversaire. C'est notre tournée, a dit Jake, pour te remercier de nous avoir donné une autre chance. Nous sommes allés dans un bon restaurant à Brooklyn et ils m'ont offert un cadeau qui m'a fait pleurer. Une photo encadrée de nous 3 datant d'il y a des années avec une inscription qui disait « À la sœur qui nous a assez aimés pour nous laisser grandir ». Merci de nous avoir appris que les actions ont des conséquences et que la famille signifie se traiter mutuellement avec respect. Nous savons que nous ne pourrons jamais entièrement compenser la façon dont nous t'avons traité, a dit Mason. Mais nous voulons que tu saches que nous en avons tiré des leçons et que nous sommes de meilleures personnes parce que tu nous as tenus responsables. Nous sommes fiers d'être tes frères, a ajouté Jake. Et nous espérons qu'un jour nous serons le genre de frères dont tu pourras être fier aussi. En regardant ces 2 jeunes hommes qui m'avaient causé tant de stress et de chagrin, qui avaient enfin appris à prendre la responsabilité de leurs actions et à respecter les limites des autres, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir pour notre future relation. Nous nous voyons encore régulièrement, mais selon des termes qui conviennent à tout le monde. Ils n'ont jamais vu mon appartement, et ça me va. Certaines limites valent la peine d'être maintenues même après le pardon. Ils ont tous les 2 construit des vies indépendantes et réussies et ils attribuent aux conséquences auxquelles ils ont fait face le mérite de leur avoir appris à être des adultes responsables. Jake est marié maintenant et possède sa propre maison. Mason a terminé ses études supérieures et a une carrière qu'il aime. Et moi, je vis toujours ma meilleure vie dans mon bel appartement avec Michael, que j'ai épousé l'année dernière lors d'une petite cérémonie à laquelle mes frères ont assisté en tant qu'invités respectueux et reconnaissants qui comprennent que la famille signifie se soutenir mutuellement, pas profiter les uns des autres. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire aux gens que vous aimez est de refuser de cautionner leur pire comportement. Parfois, apprendre aux gens comment vous traiter nécessite de les laisser faire face aux conséquences de vous avoir maltraités. Mes frères ont appris cette leçon à la dure, mais ils l'ont apprise. Et notre relation est plus forte maintenant qu'elle ne l'a jamais été quand j'essayais de résoudre tous leurs problèmes pour eux. La famille, ce n'est pas ce que vous tolérez les uns des autres. C'est la façon dont vous vous traitez mutuellement quand personne ne vous oblige à rester. Et maintenant, enfin, nous nous traitons comme une famille.